pour cette table ronde du coup, sur le thème Art et société, les espaces culturels burkinabés en quête d'impact. Et donc c'est une table ronde qui est organisée par la Fabrique dans le cadre d'un programme d'accompagnement des espaces culturels de Ouaga et de Bobo qui est porté par la Fabrique et par notre partenaire Africalia. Donc je vais juste dire quelques mots sur la Fabrique. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse la Fabrique. Nous, on est une structure d'appui aux entrepreneurs sociaux et donc on travaille main dans la main avec des entrepreneurs sociaux burkinabés pour faire grandir leur entreprise et leur impact. Et donc on travaille avec des structures dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé, l'agroalimentaire, etc. Le seul point commun entre toutes les entreprises et ces entrepreneurs avec qui on travaille, c'est leur volonté d'impacter profondément la société, d'avoir un impact social fort, un impact social ou un impact environnemental. Et c'est vraiment ce qui guide leur démarche entrepreneuriale. Et donc vous vous demandez comment on arrive à travailler avec des espaces culturels et à organiser cette table ronde. Et bien tout simplement, on ne travaille pas uniquement avec des entrepreneurs sociaux, on travaille finalement avec tous les acteurs qui ont envie de changer les choses, de construire un monde plus juste, de faire un peu évoluer les choses et d'avoir de l'impact. Et c'est dans cette dynamique aussi, quand on a été approché par Africalia pour mener ce programme, que évidemment on a accepté parce que pour nous, on est convaincus que les arts et les espaces qui les font vivre sont aussi des acteurs de changement social. Et c'est d'ailleurs le thème de cette table ronde aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi on a voulu organiser cette table ronde. Je ne vais pas être trop longue. Je vais commencer par déjà remercier les intervenants et monsieur le modérateur, monsieur Vincent Koala, qui a accepté de modérer cette table ronde. Et avant de lui donner la parole, je vais le présenter brièvement et puis après on pourra commencer. Alors, Vincent Koala, vous travaillez dans le secteur artistique, créatif et culturel depuis 1991, date à laquelle vous avez cofondé l'organisation de dynamisation des arts et spectacles en Afrique, Audace Africa, qui est une organisation pionnière en ingénierie culturelle en Afrique subsaharienne. Et donc vous contribuez à travers cette organisation au développement de projets artistiques majeurs, dont de nombreux festivals qui sont encore existants aujourd'hui au Burkina Faso et ailleurs. Vous êtes aussi très actif dans la société civile culturelle en Afrique. Et vous êtes membre d'ailleurs de plusieurs organisations culturelles. En 1997, vous dirigez le Centre de ressources de développement culturel, CRDC, dédié à l'aide à la professionnalisation des acteurs culturels non étatiques. Vous êtes également le premier président de la Confédération nationale de la culture de 2015 à 2019. Vous êtes officier de l'Ordre du mérite des arts, de la communication et des lettres en 2017. Et vous avez aujourd'hui plusieurs casquettes, consultant culturel, directeur d'entreprise culturelle, MCSARL et VK Management. Et vous êtes aussi président depuis 2024 du Conseil scientifique et culturel du Centre régional pour les arts vivants en Afrique, CERAV Afrique à Bobo. Voilà, donc vous êtes un opérateur culturel avisé, vous participez depuis plus de 25 ans à l'évaluation et au développement de politiques aussi et de mesures publiques culturelles au Burkina Faso. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté de modérer cette table ronde et je vais vous laisser la parole. Et puis voilà, bon échange à vous. Et on se retrouve dans 1 heure. Merci à Salamatou Djener, que nous appelons couramment Salah, le prince naturellement Claude Guinguena, et Tony, que j'ai le plaisir de connaître. Je ne l'avais jamais vu de ma vue. Peut-être que je serais mort sans le voir s'il n'y a pas cette table ronde. Voilà, merci. Merci aux participants qui êtes venus nombreux pour cette table ronde qui se veut un lieu, un moment d'échange
sur la problématique des espaces culturels. Espaces culturels, lieux d'art, lieux de convivialité, lieux de cohésion sociale, lieux de fabrication du vivre ensemble. Et nous avons choisi Salah, qui est ingénieur culturel, ça veut dire qu'elle a fini avec le montage de projets, la gestion de projets. Elle a dirigé pendant longtemps le CDC, que vous connaissez. Je crois que c'est l'une des administratrices qui a vraiment ajouté une pierre à la pierre dans l'édification du CDC, en lui donnant une réalité institutionnelle, administrative et financière. Et merci à toi d'avoir développé cet outil-là aux côtés des créateurs que sont Salih Hassanou et Seydou Borel. Elle est aujourd'hui consultante culturelle. Elle s'investit beaucoup dans le développement de projets. Claude Guinguernier, que j'appelle affectueusement le prince, parce qu'il est réellement, hein, il est prince. Il ne veut jamais qu'on chasse, mais il est prince. Bon, il n'est plus à présenter. Responsable de l'espace Gambidi, homme d'action, homme de réflexion. Il dirige de façon brillante depuis 2011 l'espace Gambidi, avec tout ce qui est à l'intérieur de l'espace Gambidi. C'est vraiment un dieu, c'est une niche d'activités culturelles, de formation, de spectacle, et il a la lourde responsabilité de diriger ce lieu-là. Il dirige le FITMO, on ne peut pas tout citer. Tony Ouedraogo, artiste pluridisciplinaire. Il fait du théâtre, il fait de la musique, il fait du slam, il écrit. Seulement, je n'ai pas vu qu'il dansait. Un peu. Il est réalisateur, produit de longs métrages, de courts métrages. C'est un homme au confluent de la création. Je suis impressionné par cette capacité à interpeller, à s'interroger lui-même, à interroger toutes les disciplines qu'il touche. Je ne dirais pas que c'est Midas, parce que je n'ai pas encore vu ce qu'il a fait, mais je suis impressionné par autant de disciplines artistiques qu'il touche depuis plus de 15 ans. Merci à toi d'être venu. Merci à vous de nous écouter. Le propos de ce soir, c'est autour des espaces qui sont des lieux indispensables au Burkina. Autant l'art permet de transformer le monde, l'art est une magie. L'artiste qui n'est pas transformé, le premier rôle de l'art même, c'est transformer l'artiste lui-même, qui transforme après sa société par tous les changements qu'il... Et je dis, généralement, vous savez, les artistes, on les compare, j'emprunte, je ne sais plus quelle critique d'art le disait, mais je l'ai emprunté et je le pratique depuis peut-être 15 ans, 10 ans. Il définit l'artiste comme un sismographe qui a la capacité, la latitude de sentir les tremblements à venir, les secousses à venir, et leur vision du monde, leur production artistique tente de tutoyer ce que nous ne voyons pas. C'est des visionnaires, c'est des gens qui sentent les choses à venir. Donc, c'est bien d'être créateur, c'est bien d'avoir des lieux. Pour vous, êtes-vous convaincu que les espaces culturels sont vraiment des lieux de transformation? Et si cela est vrai, pourquoi? Et je voudrais en bonus que vous puissiez, chacun de vous, me définir vos espaces pour le public. Vous travaillez dans des espaces. Salah a eu l'extrême chance et bonheur de travailler au CDT pendant plus de 10 ans. Claude est né à Gambidi, il y habite toujours. Donc, vous êtes bienvenus
pour nous parler d'espace. Comment concevez-vous que les espaces, ces lieux d'art, sont des lieux de transformation sociale et en quoi cela est possible? Et définissez-moi les espaces que vous connaissez, que vous expérimentez. C'est pour commencer. Donc je donnerai la parole à Salah pour ouvrir la marche. Dans une affaire où les femmes ne commencent pas là, ça ne va pas aller loin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que M. Kwala m'a déjà présenté, Salamatou Diéné. Pour répondre à la question, en tout cas, déjà, je suis très heureuse d'être à cette table-là. Parce que le thème qui est abordé, je pense qu'il résonne en tout cas avec, il résonne avec mon parcours et puis mes convictions. Voilà, donc pour moi, c'est absolument, les espaces culturels ont un réel pouvoir de transformation sociale. Voilà, parce que c'est des lieux où l'on peut créer, où l'on peut se former, où l'on peut s'exprimer. Voilà, donc pour moi, c'est pas seulement un espace culturel n'est pas seulement un programme ou un bâtiment, mais c'est vraiment une dynamique vivante qui crée du lien, où l'on peut prendre confiance en soi, où l'on peut transmettre et acquérir de la liberté, et puis voilà. Donc j'ai eu la chance de diriger le CDC pendant plusieurs années et j'ai vu ce lieu-là, je l'ai vu vibrer, je l'ai vu se remplir de mouvements, de voix, de rêves. Et j'ai eu aussi la chance de travailler avec d'autres lieux dans d'autres contextes. Mais en général, la question qui revient toujours, ou le souci qui revient toujours, c'est comment être utile. Et ça, c'est commun à tous ces espaces-là. Comment être utile, comment faire sens, comment impacter avec toutes ces actions qu'on mène au quotidien, de façon très difficile souvent, mais avec passion et avec conviction. Et donc, oui, quand je prends l'exemple du CDC, il y a eu plusieurs activités à l'endroit de jeunes, à l'endroit de personnes vulnérables. Et ces personnes-là, on les a vues se transformer. Voilà, on les a vues se transformer, on les a vues avoir de l'espoir, revivre, on les a vues revivre, on les a vues, comment dire, en tout cas, avoir de nouveaux souffles après leur expérience au CDC. Donc oui, je peux témoigner que les espaces culturels, de façon générale, ont un réel pouvoir de transformation sociale. Merci pour cette entrée en matière. Mon cher Prince. Oui, merci beaucoup pour la parole. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir. Je remercie l'équipe qui m'a sollicité pour cela. Je remercie le public venu nous écouter. Et c'est un honneur pour moi. Hein. Je suis toujours flatté que l'on pense que je peux partager des idées ou je peux apporter, en tout cas, ma contribution à la réflexion qui est posée aujourd'hui. Les espaces culturels, comme ayant la possibilité d'avoir un pouvoir de transformation sociale, bien sûr. Je crois que les espaces culturels sont bien plus que ce qu'ils affichent, c'est-à-dire des lieux de création, de diffusion, de tout ce qu'on vous affiche en général. Ce sont des lieux où, ce sont des leviers en réalité d'engagement citoyen, je pense, pour ceux qui l'animent. Et ça, moi, je vous dirai ce que j'en pense par rapport à mon vécu, parce que je n'étais pas du tout destiné à me retrouver à gérer un espace culturel. Et j'ai vu ce que l'espace culturel a d'abord transformé dans ma personne. Et après, j'ai compris les enjeux de ce qu'un centre culturel aussi pouvait avoir comme impact dans la société. Et c'est d'abord un lieu qui est un lieu qui n'est pas n'importe où.
vous arrivez, nous on est par exemple dans un village, le village de Dassasgo, et on n'arrive pas comme ça pour démarrer une aventure, une telle aventure d'espace, sans même passer par se faire accueillir comme il le faut dans ce village. Donc, il faut comprendre qu'il faut vous sentir, nous en tout cas à l'espace culturel Gambidi, on a d'abord recherché qu'on soit accueilli dans ce village. Et donc quand vous êtes accueilli quelque part, vous ne pouvez pas après vous déconnecter de la communauté. Donc votre installation construit d'emblée un lien fort avec la communauté dans laquelle vous vous installez. Et donc ça c'est le premier lien. Après, vous dites que vous êtes espace culturel Gambidi, vous êtes espace culturel, vous allez développer des activités artistiques et culturelles. Vous allez être en lien permanent avec une série d'artistes qui viennent avec chacun des projets différents. Et vous, votre travail, c'est d'accompagner cette mission que ces artistes ont décidé de porter. Donc, en tant que centre culturel, notre mission, c'est vraiment d'accompagner ces artistes pour faire la promotion de ce qu'ils sont. Ça, c'est vraiment le défi que nous, on a eu ici au Burkina, parce que les espaces, il n'y en a pas non plus des milliers. Et donc, les quelques espaces que nous sommes ou que nous avons pu côtoyer, avaient aussi cette mission de porter cet enjeu-là, c'est-à-dire vendre la chose artistique au plus grand nombre. Parce que ça l'a été dit au début, nous, notre métier, c'est d'utiliser l'art pour éduquer le plus grand nombre de personnes, afin qu'ils soient des personnes qui servent la société, qui se comportent bien dans la société et qui améliorent la société dans laquelle elles évoluent. Donc, ça nous confère une mission d'éducateur. Et donc, c'est là que le pouvoir transformationnel d'un lieu comme ça est très important. C'est un lieu de rencontre, parce que vous faites rencontrer des gens qui n'ont pas forcément des affinités pour réfléchir ensemble et construire des choses ensemble. C'est un lieu de création, de la créativité. On se permet d'aller dans tous les sens, on ne se limite pas. Et donc, c'est des rares lieux où on peut justement se permettre cela. Si je me lève à 2 h du matin et je veux taper mon djembé jusqu'à 5 h du matin, je peux le faire. J'ai cette liberté de le faire parce que l'espace me donne cette possibilité-là d'agir. Mais vous ne pouvez pas le faire dans votre maison, dans le quartier où vous êtes, parce que le voisin va appeler la police. Donc, véritablement, pour ne pas être très long, les centres culturels sont des lieux, effectivement, des lieux privilégiés de rencontres, de créativité, qui ont un pouvoir transformationnel, social éminemment puissant, puisque tout ce que nous développons, nous essayons d'y donner un sens, mais un sens transformationnel. Si vous faites quelque chose qui n'apporte rien aux autres, vous n'existez pas. Et c'est à cela qu'on juge la qualité du travail, je pense, d'un centre culturel. Si vous faites quelque chose qui n'apporte rien de plus, ou qui n'apporte pas aux autres quelque chose qui leur permet d'évoluer, eh ben, on va vous dire, mais ça n'est pas la peine de le faire. Arrêtez-vous tout de suite. Donc voilà, donc pour commencer par cela, je peux dire ça. Merci. Tony, vous fréquentez les espaces, vous habitez dans les espaces, vous y jouez, vous y réalisez. Comment concevez-vous que ces espaces-là soient des lieux de transformation, surtout ceux que vous fréquentez quotidiennement, ou annuellement, ou mensuellement? Comment vous les définissez? Alors, merci beaucoup. Merci de me donner la parole aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Je remercie la fabrique et ces personnes qui m'ont donné l'occasion de venir dire ma part, dire ce que je pense en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur culturel. Je ne suis pas un habitué de l'exercice, mais je vais m'y prêter parce que il faut aussi qu'on donne la voix, il faut qu'on sache parler de notre métier, de ce qu'on est. Je répondrai à la question en disant simplement qu'il n'est pas possible de concevoir l'art sans l'artiste, et donc il n'est pas possible de concevoir l'art sans espace culturel, parce que pour moi, l'espace culturel
C'est une sorte de laboratoire. Parce que je considère l'art comme étant une sorte de vaccin pour notre société et en même temps une sorte de reflet, de miroir. Et ce laboratoire, cette cuisine, sert de plateforme à ce que nous puissions produire, à ce que nous puissions donner de l'art. Donc je ne dirais pas que je fréquente des centres culturels. Je suis né dans ces centres culturels en tant qu'artiste. Je viens de ces centres culturels. Et vous parliez tantôt de transformation qui transforme d'abord l'artiste avant de transformer, afin que lui, il aille humblement être une passerelle qui va transformer la société. Je prendrai mon exemple simplement avec l'espace culturel Gambidi. Quand je dis que je suis né dans l'espace culturel Gambidi, c'est que je suis la preuve vivante. Alors, ma première fois de monter sur scène, c'était à l'espace culturel Gambidi. Ma première fois d'avoir un contact avec l'art, c'était à l'espace culturel Gambidi. Ma première fois d'entrer dans une école de théâtre pour être formé, c'était à l'école de théâtre qui se trouve à Gambidi, le CEFRAV, et qui est devenue l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané, là où j'ai pu prendre mes premières formations en jeu d'acteur. Mon premier texte que j'ai écrit, c'était à Gambidi, lors d'un atelier d'écriture que je fais pour la première fois. Ma première fois d'entrer dans une radio, c'était à la radio Gambidi. Ma première fois, quand nous avons créé le collectif Consonnes et Voyelles, le collectif de slam dont je suis issu, nous l'avons créé à Gambidi et nous le disions même dans le premier album, nous sommes nés sous la paillote de Gambidi. Ma première fois, tout c'était à Gambidi. Et donc, je considère que je suis un produit et toute cette foison de création dont vous parliez ne serait pas possible s'il n'y avait pas l'espace culturel Gambidi, donc s'il n'avait pas existé des espaces culturels. Donc l'impact est d'abord au niveau même des artistes, avant d'aller vers la rencontre de la population. Donc c'est ce carrefour-là incontournable et indispensable à ce que l'art puisse vivre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci pour ce témoignage. D'être né à Gambidi, d'y avoir grandi, j'espère que ça ne sera pas là-bas pour le reste. Oui, je vous écoute attentivement. Justement, vous qui êtes familier de ces espaces, de ces lieux d'art, de ces lieux de rencontre, comment pouvez-vous nous donner une mesure de leur inclusivité, de leur ouverture en termes de tranche sociale, en termes de vivre ensemble, en termes de cohésion sociale? Sont-ils inclusifs? Sont-ils ouverts? Ou c'est des lieux d'élite, c'est les lieux d'artistes? En tout cas, je pense qu'un centre culturel, même par la dénomination de par le titre de son nom, invite, ou en tout cas c'est implicite peut-être, mais indique déjà la pluralité des activités qu'elle pourrait mener. Mais cette pluralité donc se fait avec bien sûr différents acteurs, différentes personnes. Et la plupart de ces activités découlent d'une chaîne de valeurs qui font intervenir une multitude de personnes. Et donc il est difficile à mon avis de développer dans un centre culturel un projet complètement isolé, exclusif, qui va après essayer de rencontrer un public. Je n'arrive même pas à voir comment c'est possible. Donc bien sûr qu'un centre culturel a dans son ADN toute une démarche d'inclusivité. C'est même ça qui nourrit son travail. On a besoin de cette diversité pour construire un monde, je trouve, meilleur. Un monde en tout cas qui trouve des solutions aux difficultés. D'abord, on travaille sur des problématiques sociétales, donc qui touchent aux gens. Donc il est difficile après d'ignorer les victimes de ces problèmes-là. Et je ne sais pas comment on peut construire un projet sans qu'il soit inclusif. Je prends pour exemple chez nous, on a aussi développé toute une approche d'intervention sociale que nous appelons l'art social, mais il est essentiellement construit sur ce que apportent les bénéficiaires de l'action au projet. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir en permanence chez les gens quand on intervient
C'est eux qui alimentent en réalité l'action, qui construisent l'action avec celui qui vient mettre en œuvre l'activité. Donc nous, on est très convaincus que c'est que de cette façon d'ailleurs que nos métiers ont du sens et font du bon travail, plutôt que... Donc la question, je vous répondrai simplement oui, on crée un spectacle pour aller rencontrer un public. Voilà. Et on espère d'ailleurs en rencontrer beaucoup. Donc c'est une forme d'activité puisqu'on attend le retour de ce public pour qu'il nous dise si on a réussi notre activité ou pas. Donc moi je dirais en tout cas oui à l'inclusivité et même indispensable au travail que nous faisons dans les centres culturels. Tony, Oui. vous avez écouté. Pensez-vous que ces lieux-là soient économiquement accessibles? Pensez-vous que ces lieux-là, au niveau de leur configuration, de ce qu'ils offrent, sont des lieux ouverts à tout le monde, y compris les minorités, y compris les populations défavorisées, y compris les handicaps? Quand je regarde le Sénasa, et quand vous êtes handicapé, c'est compliqué d'y aller. Est-ce que c'est le lieu d'inclusivité, d'ouverture? Oui, au risque de répéter ce qu'il a dit, je pense que oui, par nature même, le centre culturel est ouvert à tous, d'une façon ou d'une autre. C'est une sorte de temple, disons. Il n'y a pas de... À moins qu'on y vienne avec de mauvaises intentions, on est bien reçu, on est même attendu, parce que nous ne sommes que le reflet de notre société. Tous les artistes, quand ils se retrouvent dans un centre pour concocter quelque chose, on peut se retrouver à 2, à 3, mais nous venons avec ce que nous sommes, nous venons comme nous sommes, et nous allons aussi à la rencontre de ceux qui veulent bien y aller. Donc nous avons même besoin de cette inclusion qui est d'office l'une des particularités des espaces culturels. Et en termes d'accessibilité économique, je dirais que oui, parce que je pense que par rapport au travail qui est mené, il y a aussi une réflexion à mener là-dessus. Je ne dirais pas que les prix sont exorbitants. Et en plus, ils sont étudiés en fonction de toutes les couches sociales afin de pouvoir inclure justement tout le monde. Donc, quand on est élève, on ne paye pas la même chose. Quand on est étudiant, on ne paye pas la même chose que quand on est travailleur. Et quand on est enfant, très souvent, c'est gratuit pour les spectacles ou les œuvres artistiques qui sont accessibles et permises aux enfants. Et donc, je dirais que c'est le cas. Maintenant, pour l'inclusivité, en tenant compte du handicap ou de certaines situations sociales, je dirais qu'il y a du travail à faire parce que tous les espaces culturels ne sont pas adaptés de sorte à recevoir. Par exemple, le Sénasa dont vous avez pris l'exemple, je crois que c'est vraiment difficile quand on est sur une chaise roulante, par exemple, d'y accéder. Mais il y a toujours un travail de projection qui est fait. Et quand vous prenez le CITO ou vous prenez l'espace culturel Gambidi, vous pouvez venir, parce que même s'il n'y a pas de rampe, c'est juste là. Le théâtre Sony Laboutansi vous accueillera. Bien évidemment, vous ne pouvez pas monter à l'étage, mais il n'y a pas de spectacle là-bas. Donc, ça là, ça va. Tony a dit que c'est un temple. Un temple, c'est un lieu sacré. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Justement, comment faire que le temple soit le lieu de tout le monde, sans sacralité? Ah non, le lieu sacré est ouvert à tous. Il faut respecter les règles, c'est tout. Quelles sont les règles qui devraient favoriser la plus grande fréquentation, la plus grande inclusivité, la plus grande ouverture, à votre avis? C'est vrai que beaucoup d'initiatives sont menées. En fait, toutes les initiatives déjà menées sont faites pour diversifier le public, pour que cette discipline-là ne soit pas seulement dédiée aux initiés ou aux privilégiés. Et ça, c'est ce que les espaces pensent. Mais en face, on a un public ou une population qui ne ressent pas la chose de la même façon. Si au théâtre, c'est plus facile de mobiliser le public parce que c'est la parole peut-être qui est dite dans des langues locales, donc les gens se sentent concernés et tout ça. Mais il y a des disciplines où l'inclusivité est... quand je prends la danse par exemple, la danse contemporaine, ou je prends la peinture, en fait, les gens n'arrivent pas à décoder ce langage corporel où les tableaux n'arrivent pas à lire. Ils trouvent ça déconnecté de leur réalité, tout simplement. Donc du coup,
pour mobiliser le public, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est vrai qu'il y a des projets qui sont menés hors les murs pour aller au plus proche de la population, des projets qui ont impliqué une certaine catégorie de jeunes, en fait, qui ont aussi mobilisé leurs parents derrière, donc ça fait qu'on a un peu de public. Mais en réalité, c'est très difficile et il y a beaucoup qui reste à faire pour que ce public-là se sente concerné par, voilà, par ces disciplines-là, les tableaux, la danse contemporaine. Donc, ouais, il y a beaucoup à faire. Merci. Claude? Voilà, je voulais juste dire que l'inclusivité peut effectivement peut se heurter à un certain nombre d'obstacles. Vous l'avez dit, les infrastructures peuvent empêcher les spectateurs d'y accéder. Mais je dirais il y a d'abord même la réalité économique des projets qui sont proposés. Parce que je pense que fixer le prix d'un spectacle est aussi en fonction de ce que ce spectacle a pu peut-être coûter dans sa fabrication. Et donc là, effectivement, on va toucher des problèmes beaucoup plus, je dirais, importants de ce que vivent les centres culturels. Parce que l'inclusivité, je crois que tout le monde a envie de faire, de créer et de l'offrir au plus grand nombre. Mais après, il y a des réalités qui font que, malheureusement, une catégorie du public peut ou pas ne pas accéder à ce spectacle-là. Ça peut être les infrastructures, ça peut être le lieu où le spectacle est joué. Et donc, je crois que les seuls leviers que nous avons, c'est si le spectacle a été subventionné, il y a une flexibilité pour celui qui offre le spectacle à accueillir tout le monde et à même supprimer la billetterie. Mais si le spectacle, l'enjeu du spectacle, c'est de gagner aussi de l'argent pour payer les acteurs qu'ils jouent, du coup, les coûts peuvent être des difficultés pour l'accessibilité au spectacle. Donc, mais il y a quand même quelques solutions. C'est peut-être la décentralisation de certaines activités. Parce que je disais au début qu'il y a encore le défi de convaincre les gens qu'aller voir un spectacle, c'est quelque chose qui leur apporte quelque chose. Ça, c'est pas gagné, hein. Voilà, il ne faut pas se laisser... on est encore dans une illusion si on pense ça. On est encore dans un pays où il faut continuer à faire de l'art, faire la promotion de l'art auprès du grand public et faire percevoir à tout le monde l'intérêt d'aller à l'art et de chercher à comprendre et décoder. Ça, là, le disait tantôt. Effectivement, si vous n'êtes pas armé pour décoder la danse contemporaine, vous pouvez vivre un grand moment de solitude pendant un spectacle de danse. Ça, c'est une réalité. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire, mais ça, c'est le travail des artistes. Plus ils créeront, plus les centres culturels comprendront ces enjeux-là, plus on trouve les équilibres pour que sur un spectacle, on laisse libre l'accessibilité à une catégorie de public. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut conquérir un certain nombre, le plus grand nombre de publics. Sinon, ce n'est pas facile. Le monde est agité. Le monde est agité. Il y a une réalité économique. On est agité. Dans cette agitation mondiale, comment percevez-vous? Comment travailler pour la paix? Comment travailler pour l'écologie, l'environnement, l'économie et le social? Parce que la centralité de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est œuvrer pour l'environnement, pour léguer aux générations futures une planète saine, c'est assurer la paix, le vivre ensemble, c'est bâtir l'économie. Comment ces lieux-là participent au quotidien, de manière programmatique, à ces enjeux sociétaux? Ok, je veux. Oui, tu peux. Ok, merci pour la question. C'est ce qui fonde même le travail, je pense, de centre culturel, que d'abord d'essayer, à partir des disciplines artistiques avec qui nous travaillons, que nous animons, de répondre aussi à des vrais enjeux
comme en ce moment l'insécurité, le déplacement de population, la question de l'environnement. Ça, ce sont des problèmes que nous essayons de traduire dans la formulation des projets que nous écrivons ici et là, au gré en fait des appels à proposition de projets. On essaie en tout cas d'intégrer le maximum de propositions pour répondre à ces problématiques-là. Sinon, si vous restez sourd aux réalités du pays, ça va être difficile. Nous, on ne l'a pas commencé hier. Hein. Nous, le théâtre débat, qui est un petit peu le théâtre que l'espace culturel Gambidi a développé par Jean-Pierre Guingané, paix à son âme, qui a connu des évolutions dans sa pratique, est essentiellement construit pour traiter les sujets sociétaux que vous avez énumérés. Alors, le dernier projet que nous avons porté, qui a été dans 10 villes du Burkina Faso, qui s'est adressé essentiellement aux scolaires et qui a développé donc des ateliers artistico-pédagogiques autour des questions de citoyenneté. Comme je vous le disais, sans jamais venir dire aux gens voilà la bonne solution, la solution magique, c'est amener les gens à rentrer dans un processus de réflexion qui les amène à eux-mêmes trouver les solutions aux problèmes qui sont posés. Donc c'est véritablement ça qui fait l'essentiel, ou en tout cas moi personnellement, qui m'anime dans ce que je fais, qui donne du sens à ce que nous portons comme projet. Naturellement, on a plein d'idées, hein. On a plein de projets qu'on a envie de mettre en œuvre dès demain. Mais maintenant, on se heurte toujours à la même question, les ressources. Exactement. Parce que faire ça aussi, ça demande des ressources. Et pour bien le faire, pour être soigneux dans ce qu'on fait, il faut absolument avoir un minimum de ressources. Et malheureusement, les ressources, souvent, on est comme tout le monde, on attend que des opportunités se présentent pour pouvoir jouer ce rôle-là. Mais au niveau personnel, c'est d'accompagner un artiste qui lui porte aussi un projet qui traite de ces questions. Exactement. Ça aussi, c'est une façon militante aussi de procéder. On peut ne pas nous avoir les moyens, mais quand quelqu'un vient avec un projet, il n'a pas beaucoup de moyens, mais que le propos qu'il porte répond à ces enjeux-là, alors là, nous, on lui donne une salle gratuitement, et c'est une façon de l'aider pour que son projet voit le jour, parce qu'on sait que si ça voit le jour, on aura une chance de l'amener vers le public et de contribuer à une forme d'éducation populaire. Donc, il y a plusieurs façons de faire, avec les moyens que nous avons, mais la question que vous posez est essentielle. Un centre culturel qui ne s'inscrit pas dans cette démarche-là, je trouve qu'il passe à côté des vrais enjeux, et c'est dommage, parce que qui va répondre? Il n'y a pas que l'armée qui peut répondre à la question que nous vivons en ce moment, qui est la crise d'insécurité. On doit, toutes les couches de la société, à quelque niveau que l'on soit, doit pouvoir apporter des réponses. Et je pense que les centres culturels ont une arme redoutable pour apporter des solutions, c'est l'art. Et c'est les artistes, le travail des artistes qu'il faut absolument mettre au devant, vu les enjeux d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Le lieu, les espaces, après chaque festival, les chachets, on ne peut pas finir. Hein? Les chachets d'eau. Pour compléter ce que Claude disait, c'est vrai que les espaces culturels en général portent des projets qui très souvent parlent justement de ces enjeux-là, c'est-à-dire le vivre ensemble, la tolérance, le genre, de plus en plus aussi les enjeux environnementaux. Et donc ces espaces-là aident à mieux comprendre ces enjeux-là. Et pour preuve, quand il y a eu, en fait, pour parler de la situation, le contexte aujourd'hui d'insécurité, aux premières heures, c'était les artistes et les espaces qui étaient au front, si on peut le dire. Depuis 2014, par exemple, le CDC était dans les camps de réfugiés. À ce moment, il n'y avait pas encore de déplacés internes, mais il y avait des réfugiés maliens. Et donc, depuis 2014, tu vois, le CDC était dans les camps de Mentao,
de Dori, Mentao c'est Djibo, de Dori. Il y avait aussi un camp à côté ici, à Pabré. Et on était là, auprès de ces réfugiés-là, avec des projets, avec des programmes, avec des actions en fait, qui leur ont permis en fait, d'avoir un temps de respiration, en fait, d'avoir en fait, un espoir, un lendemain meilleur. Et je sais aussi qu'il y a d'autres espaces qui sont allés au plus proche de ces réfugiés ou des déplacés plus tard. Quand je prends le programme, le projet des récréatrales, tu dis PDI, Terre Sainte, voilà, qui était aussi à Tenkodogo, à Kaya et tout ça, et vous aussi qui avez tourné dans les villes. Donc oui, les espaces culturels aident en tout cas et les artistes et le public, la population, à mieux comprendre ces enjeux-là. Et il leur donne en fait un espace pour libérer la parole, un espace pour se reconstruire. Justement, vous venez de citer les exemples de réalisation. Quand vous parlez, je sens que vous ne dissociez pas l'artiste et les lieux. C'est une combinaison magique pour atteindre toutes ces problématiques. Vous avez cité Mentao, Pabré, etc. Justement, sur cette logique-là, sur cette lancée-là, est-ce que vous avez fait des projets qui ont eu un impact sur le vivre ensemble, sur la tolérance dans le quartier, dans le pays, ou questionner les populations ou les habitants sur leur citoyenneté, sur leur statut d'être des mêmes quartiers, d'une même ville, d'un même pays. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des exemples édifiants? Oui, vous savez, je vais citer le professeur Guingané qui disait, paix à son âme, l'artiste est la mauvaise conscience du peuple et le témoin de son temps. Il m'avait fait comprendre cela dans son bureau, et dès lors j'ai considéré, et je me rends compte qu'ici, l'art a d'abord une vocation utilitaire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas concevoir une activité artistique ici qui n'est pas un sujet de sensibilisation ou de vulgarisation ou d'engagement citoyen d'une part et de part et d'autre. Et à titre d'exemple, pour faire la jonction entre ces espaces et les projets en question, en 2019, en tant que slammer, nous avions mené un projet en collaboration avec Ambero. C'était une structure qui s'intéresse à la question des droits de l'enfant et l'espace culturel Gambidi. Qu'est-ce qui a rendu ce projet possible? C'est parce qu'il y avait un sujet et il y avait un espace culturel. Parce que qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris à Kanchari et à Dissine des enfants qui étaient au niveau de ces régions frontalières de Burkina Faso et qui étaient le plus souvent victimes de traite, de travail forcé, d'autres qui quittaient Dissine pour aller travailler dans des champs de cacao, de café au Ghana. Et nous nous sommes dit, si nous faisons une activité, une œuvre que nous allons simplement aller jouer là-bas et revenir, ça peut avoir un impact, c'est clair, mais ce n'est pas un impact aussi considérable que si nous faisons en sorte que les enfants eux-mêmes parlent à leur promotionnaire, à leur propre population. Donc nous avons eu l'idée comme ça d'aller dans ces zones-là, de donner des ateliers, d'initier avec eux des ateliers d'écriture à la poésie, des initiations. Et nous sommes revenus au Burkina, à Ouagadougou du moins, pour enregistrer des chansons qui vont être diffusées dans les radios là-bas. Et il y a des professeurs qui les donnent en commentaires composés, enfin bref, des exercices de français en classe. Et nous avons été accueillis par le centre culturel Gambidi, là où il y avait des dortoirs pour recevoir tous les enfants, parce qu'il fallait qu'ils viennent ici au moins une semaine pour enregistrer au studio, etc., etc. Donc ce projet-là a eu lieu parce qu'il y avait ce lieu-là pour accueillir les enfants et cette question utilitaire qui est toujours mise en exergue. Et aussi de façon concrète en termes d'environnement, j'ai un autre exemple pour les énergies renouvelables par exemple. Nous avions joué en 2016 une pièce qui s'appelle Les Retrouvailles en moré et en plusieurs langues pour pouvoir aller dans plusieurs régions. Parce que l'art aussi a cette facilité de conversion, de traduction des thématiques vers les peuples à travers leur vulgarisation. On peut se dire aujourd'hui énergie renouvelable, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous demandez à ma grand-mère, elle ne saura pas. Mais si je viens avec une pièce et que je lui parle dans sa langue, dans la langue qu'elle parle, ça sera plus simple. Et donc nous sommes allés jouer cette pièce qui n'avait rien à voir en termes
de thématiques avec la question environnementale, sauf que nous allions jouer dans des endroits et nous étions entièrement éclairés à l'énergie solaire. Donc nous éclairions entièrement la pièce à l'énergie solaire et à la fin, nous avons même des échantillons, nous avons des contacts que nous donnons pour ceux qui veulent acquérir ces batteries solaires, ces lampes solaires, pour pouvoir passer, pour ceux qui n'ont pas encore, ceux qui avaient déjà l'énergie, je dirais fossile, entre guillemets, aujourd'hui, passer à cette énergie. Donc l'impact était direct en ce moment, parce qu'après, les gens s'arrachaient les batteries, on n'en avait même pas assez, ils prenaient les contacts, et du coup, ils comprenaient aussi l'importance de faire la place aux énergies renouvelables, et ils avaient eu l'occasion aussi de suivre une pièce qui était très drôle. Voilà. Des résultats, certainement vous avez atteint des résultats, mais les impacts, ce n'est pas sûr de les avoir mesurés. On a dans la salle un exemple d'un lieu et d'un artiste, le grossi de service là, Anatole Kouama, qui à travers tout ce qu'il fait, impacte quand même, quand on regarde le petit à la télévision, les chaînes, il y a plein de gens qui regardent leur bizarrerie entre Gorossi et Bissa, même s'il n'a jamais arrivé à voir le barrage. C'est important. C'est important qu'il y ait des impacts. C'est important qu'il y ait des résultats. Et les lieux là sont dédiés à ça. Introduire l'art dans ces communautés. Être la porte d'entrée pour que l'art puisse permettre de transformer ces populations-là. C'est ça dont il est question. Claude, qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Pour que le quartier se retrouve à Gambidi et Gambidi se retrouve au quartier. Vous avez été bien accueillis. Alors oui, plusieurs activités, plusieurs choses. Il y avait, je crois, un des plus importants dès 2000, c'était un projet qui s'appelait Culture de quartier et qui a impliqué essentiellement les habitants de Dassasgo, et qui est un projet qui a été mené sur plusieurs années. Et donc ça, c'est un des exemples par exemple. Nous avons une connexion aussi avec le quartier, les écoles qui sont dans le quartier. Quand on fait le festival, on a toujours gardé ce lien pour inviter les élèves de ces écoles de primaire à assister aux spectacles que l'on considérait être des spectacles destinés au jeune public. Ça maintient un lien avec ces écoles-là. Il y a peut-être un défi qu'on n'a pas parlé pour ces centres culturels. Pour qu'elles arrivent à continuer de fonctionner aussi, il y a le défi de la formation des métiers artistiques qu'il ne faut pas négliger, parce que pour porter ça, il faut des artistes bien formés qui sachent faire leur travail. Des projets, on en a fait plusieurs. Je crois que pendant les grandes vacances, la radio devient presque une radio du quartier, parce que c'est la radio qui retrouve tous les enfants égarés du village. On a toujours les enfants qu'on garde jusqu'à très tard la nuit, parce que le village a fait de la radio aujourd'hui son lieu vraiment pour alerter quand il y a un problème dans le village. Donc ça, c'est aussi un des exemples. Et puis on a formé aussi des gens du quartier il y a quelques-uns qui sont devenus artistes, pas tous. Et puis on essaie en tout cas de garder un lien aussi avec la chefferie coutumière du village, qui est très régulièrement aussi sollicitée pour nous honorer dans ce que nous faisons. Quand on reçoit des hôtes, on aime bien avoir à nos côtés le chef du village qui devient le patron des lieux, parce qu'on est dans le village. Donc voilà des choses comme ça qui sont instituées. Mais je dirais que c'est essentiel même, vous ne pouvez pas développer. Et donc la question même de la langue dans ce que nous proposions, ça a été souvent le quartier qui nous a inspiré cela. Puisque quand ils venaient voir les spectacles, on se demandait ce qu'ils comprenaient, ce qu'on disait, quand c'était en français par exemple. Donc la question il faut aussi monter des spectacles dans les langues est venue aussi du fait qu'on voulait aussi servir à nos amis du village des spectacles qui étaient assez accessibles même au niveau de la langue, par exemple. Claude a parlé de défis. Selon vous, quelle entrave, handicap sérieusement le rêve des espaces culturels
d'être des lieux de sociabilité, d'inclusivité, d'ouverture, pour mieux impacter nos sociétés? Tous ces lieux-là ont des ambitions, hein. Créer, former, porter des projets, voilà. Mais le problème central, c'est le financement. Financement, l'argent. L'argent, c'est le financement qui entrave vraiment toutes ces ambitions-là, c'est le financement. Il y a aussi cette fracture linguistique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, cette fracture-là qui fait qu'il est difficile d'atteindre le plus grand nombre, quand je parle de la discipline danse contemporaine, bien sûr, qui fait qu'il est difficile d'atteindre le plus grand nombre. Il y a des actions qui ont été menées. Par exemple, nous rencontrons des gens dans le quartier, nous les mêlons aux activités de l'espace. Pendant le festival, par exemple, le marché de cycle qui est à côté, il y a les responsables qui sont invités pour prendre part à des activités, il y a des spectacles qui sont joués dans ces lieux-là. Et aussi, on a investi les écoles primaires du quartier. Et même, vous voyez la décharge qui est à côté, qui est un gros problème aujourd'hui. Mais en fait, en temps, le CDC et la population riveraine s'étaient mis ensemble pour défendre, pour empêcher que les gens viennent verser. Actuellement, ceux qui versent, ce n'est pas forcément les riverains. Parce que nous, on avait réussi à convaincre la population que c'était nuisible même pour eux. Donc, ils étaient devenus les gardiens de ces lieux-là. Parfois, tu es dans ton bureau, ils viennent, attention, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Donc, ils veillaient en fait. Et jusqu'à ce que la mairie elle-même vienne installer de façon officielle cette décharge-là. Voilà, donc, tout ça, c'est des exemples d'implication de la population et de relations qu'il y a entre l'espace et la population. Oui, je voudrais ajouter juste le défi majeur aussi pour les centres culturels, c'est de tenir dans la pérennité. Parce que de ma petite expérience de quelques années, j'ai malheureusement vu plusieurs centres culturels arrêter de fonctionner ou ne plus fonctionner que lorsqu'il y a une activité bien précise. Donc je pense qu'il y a aussi le défi d'avoir un appui à la structuration. Et je pense que le programme dans lequel la fabrique est inscrite aujourd'hui, ce sont des programmes comme ça qui devront se multiplier pour aider les centres culturels à pouvoir mieux se structurer pour que les sources de revenus ne soient pas uniquement issues des financements. Parce que dans tous les domaines aujourd'hui, n'en parlons pas de la culture, il y a une réduction drastique des financements, des aides, alors que je remarque comme ça que les espaces qui survivent jusqu'à aujourd'hui, ce sont des espaces qui, heureusement ou malheureusement, sont arrivés à créer d'autres activités à l'intérieur de ces espaces-là, qui leur permettent de vivre et de continuer à proposer de l'art. Voilà, il y a des espaces culturels, comme il y a une grande cour, bon, les samedis, ça devient une salle de mariage. Bon. On n'a pas le choix, mais ça permet de continuer à faire vivre l'art, pourquoi ne pas structurer les espaces culturels pour qu'on propose, ailleurs vous avez des espaces culturels qui ont des cantines, qui ont des restos, qui ont des cafettes, qui sont aussi des sources de revenus qui permettent de sous-tendre, de soutenir l'activité culturelle. On a compris. Les espaces culturels. Peut-être rajouter, en fait les centres culturels, c'est pas que ici seulement, hein. En général, leur vocation, ce n'est même pas de gagner et de s'enrichir. Elles sont en général subventionnées. Dans les grands pays très organisés, les grandes démocraties, en général, elles bénéficient de la subvention de la ville, du département ou je ne sais quoi. Et elles essaient de générer un petit peu aussi des ressources. Et c'est le mix de tout ça qui fait que, parce qu'elles ont une mission d'éducation publique, qu'on accepte donc leur confier aussi des subsides pour qu'elles fonctionnent. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Chez nous, c'est vous qui vous êtes levé à avoir le rêve d'être un centre culturel. Donc si ça ne marche pas, on va vous dire, fermez votre histoire. C'est tout. C'est ça la réalité. Donc vous fonctionnez avec les problèmes de l'absence de ressources et vous ne dépendez que de ces ressources qui sont des opportunités par les appels, etc. Et comme l'a dit Tony, vous êtes contraint de développer un petit modèle économique si vous voulez survivre. Hein. Ça, c'est implacable.
Et ça aussi, c'est difficile. Parce qu'après, ça impacte votre mission. Oui. On parlait tout à l'heure du centre culturel qui veut impacter la société, éduquer les autres. Si vous rentrez dans chercher l'argent, ça vous détourne un peu de cette mission-là. Et c'est toute la difficulté d'être à la fois... mais bon, en ce moment, on dit qu'il faut être entrepreneur. Voilà. On nous a vendu l'idée d'être entrepreneur. Oui, gagner de l'argent pour financer les activités, ça c'est ce qu'on rêve tous de pouvoir faire. Mais vraiment, on souhaite qu'il y ait une structuration qui permette, en tout cas à ces centres-là, de quand même pouvoir fonctionner, même dans des périodes... Avec des subsides de l'État. Voilà. Il faut subventionner ces lieux-là. Parce que les espaces culturels, lieux d'utilité publique, doivent s'arrimer avec l'aide publique. Ce qui n'est pas souvent le cas. On peut aller. Mais ces espaces-là, ceux qui ont en charge de les faire vivre au quotidien, les hommes, sont-ils à la hauteur au niveau de la gestion, au niveau de l'animation, au niveau de l'expérimentation, au niveau de savoir créer ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a les hommes? Non, je pense qu'il y a les hommes. Il y a... Les femmes, bien sûr. Tu es homme avec un H. Non, il y a des gens de qualité qui savent en tout cas, qui comprennent la gestion et qui ont de l'expérience. Parce qu'on est très résilient dans ce pays pour faire des projets dans notre contexte. Il faut vraiment s'armer d'efforts. Il faut être très courageux. Parce que vous allez traverser un certain nombre de difficultés et ça finit par vous aguerrir. Et donc je pense que il peut y avoir une défaillance technique. Ça peut arriver. Mais si vous restez trop dans de l'incompétence, vous allez fermer boutique, forcément. Vous êtes obligé à un moment d'avoir de la compétence dans ce que vous faites. Il faut mettre des organes de gestion dans votre organisation pour quand même pouvoir suivre ce que vous faites, pour pouvoir l'évaluer, savoir est-ce que je me trompe ou pas. Ça, c'est pas j'ai envie ou j'ai pas envie. Si vous voulez solliciter des fonds d'un partenaire, il vous faut avoir quand même un compte clair, dédié pour les activités, avoir en capacité de fournir un bilan financier après la mise en œuvre d'un projet. Ça, c'est le Caneva vous éduque même. Voilà. Vous n'êtes même pas, soit vous rentrez dans ce Caneva-là, soit vous ne pouvez pas accéder à ces fonds-là. Donc, inconsciemment, voilà, vous vous retrouvez à travailler et à mettre en place les choses. Si vous êtes en tout cas motivé pour durer dans le métier, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix de faire autre chose que de mettre en place ces organes de gestion-là. Mais le véritable problème, comme l'ont dit mes collègues, c'est vraiment la capacité pour ces centres-là de générer des ressources pour les aider à faire face aux ambitions qu'ils ont de porter la culture des projets, parce qu'on a des idées de projets, mais qui restent bien souvent dans le tiroir jusqu'à ce qu'on trouve les moyens. Et quelquefois, quand on a les moyens, le projet qu'on voulait mettre en œuvre n'est plus vraiment au goût du jour, ou peut-être que les enjeux ont un peu évolué, il faut revoir le projet, etc. etc. Mais les défis sont l'infrastructure. Parce qu'on a dit oui, il faut les moyens, mais les moyens pour faire quoi? Pour continuer de faire évoluer l'infrastructure, pour faciliter le travail de l'artiste. Parce que on les accueille, les artistes, pour qu'ils travaillent. Si on leur donne une salle qui n'a pas d'électricité, et qu'au bout à 18 h, il y a extinction des feux, ils sont obligés d'arrêter le travail qu'ils faisaient. Il faut améliorer le confort de leur séjour. Ça, ce sont des activités, des idées que nous, animateurs de lieux, on est obligés aussi de continuer à porter, parce que le confort, même quand vous venez voir un spectacle, si on reste 6 heures, à un moment, le charmant public ce soir va commencer à toucher le dos, ça ne va pas, et ils vont peut-être rentrer. Donc un jour, ce lieu sera obligé de se dire comment j'améliore le confort du public qui vient me voir. Donc toutes ces questions-là, ça nécessite des moyens. Et donc quand vous êtes tout seul à porter ces enjeux-là, c'est difficile, c'est très difficile. Les défis techniques, la lumière, il faut des projecteurs, ça coûte très cher.
On est un pays qui taxe beaucoup pour l'électricité. Il y a des instruments aujourd'hui qui nous permettraient d'économiser en énergie, qui existent, avec des systèmes qui utiliseraient la ressource du solaire, mais ça a un coût. Pour mettre en place ces systèmes, ça a un coût. C'est coût qui nous aide à le faire. Pas les banques, parce que la banque... Merci Tony, merci Salah. Vous allez continuer à parler, mais autrement. On va prendre dans le public des gens qui voudraient vous faire parler encore, en vous posant des questions que vous n'avez pas abordées, lever des inquiétudes, donner des éclairages. On se permettra de prendre 5 intervenants. Est-ce qu'il y a des volontaires? C'est ce qu'on disait pendant la Révolution. S'il n'y a pas de volontaires, on désigne des volontaires. Mustapha, il reste 4 possibilités encore. Lucien est inscrit d'office, hein, c'est comment on appelle ça? Réquisitionnaire. Parce qu'il a un lieu, il est confronté tous les jours. Alex, il a des lieux, lui il a des lieux partout. Tous les cinémas c'est pour lui. Le grossier de quartier là, il est là. Wama. Il nous reste 2 personnes pour encore redonner la parole à nos panélistes. On pourrait les écouter des heures. Vous n'êtes pas venus pour rien. Vous êtes venus pour partager, contribuer. Madame Agathe. OK. Un dernier. Votre nom, s'il vous plaît? Jules Zongo. Savadogo. C'est la même chose. C'est des gens qui valent rien. Ça ne sert à rien. Il y a trop d'inutiles dans ce pays-là. Bon, Mustapha, tu es un Savadogo encore. Comment? Tu es Savadogo, non? Ça ne sert à rien. Mustapha Savadogo, je suis aussi opérateur culturel. Je voudrais tout de suite rebondir sur la dernière question de Vincent, sur les défis auxquels les espaces culturels vont ou sont déjà confrontés. C'est vrai que dans les réponses qu'on a eues, Salah a parlé de la question du financement, oui c'est récurrent. Tony a parlé de la structuration et Claude sur la question de la capacité du personnel affecté à la gestion de ces espaces-là. Il est allé dans une affirmation que je voulais quand même nuancer. Moi, j'ai aussi eu la chance de travailler à l'administration d'un espace culturel et c'est une problématique qui m'a tout le temps interpellé, celle de la capacité du personnel à prendre en charge la gestion ou la mise en place du projet artistique du lieu. Je me suis rendu compte qu'on a passé le temps à former beaucoup d'artistes, on a formé tout le temps des artistes, on a formé des techniciens, mais très peu d'initiatives en termes d'amélioration des capacités du personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la réalité, on a très peu, en termes de personnel administratif ou de gestionnaire de ces espaces-là, il y en a très peu. Ça ne participe pas à la pérennisation de ces structures-là. Il y a beaucoup d'espaces aujourd'hui qui sont en train de souffrir, qui sont en train de peut-être même mourir aujourd'hui. Parce que oui, il y a des artistes pour animer ces lieux, il y a des techniciens, mais les administrateurs ou les gestionnaires qui peuvent réfléchir le lieu en termes justement de financement, parce que le personnel formé peut aller chercher le financement, il peut organiser le lieu, il peut mieux concevoir ou mieux, comment dire, à structurer le projet artistique. Ça commence à mourir en tout cas. Donc on commence à faire très attention à cette question-là. C'est le premier élément que moi je voudrais tout de suite aborder. La deuxième question pour moi c'est, et malheureusement notre table ronde ce soir n'a pas invité
le personnel public. Parce qu'il y a des privés qui sont là, c'est des gens qui développent des initiatives privées. J'aimerais bien qu'on fait aborder cette question-là aussi de la place de l'État, je dis comme ça, de l'État ou de la commune dans l'animation culturelle. Aujourd'hui, ce qui se passe, ou le constat que je fais, c'est que ces projets sont beaucoup plus portés par des privés. L'État, même s'il ne se désengage pas, il n'est pas présent sur ce terrain-là de l'animation des espaces publics, enfin des espaces culturels, et ça devient vraiment, vraiment inquiétant. Déjà, dans la conception de nos villes aujourd'hui, c'est une question qui n'est même pas abordée. On fait des lotissements aujourd'hui à Ouagadougou. Ce qu'on appelle les équipements ou les espaces de proximité pour la population ne sont pas réfléchis ou n'existent pas. Vous quittez aujourd'hui Ouagadougou jusqu'à Basenko, vous quittez Ouagadougou Samba, Ouagadougou Bonneuville, il n'y a pas un espace culturel, il n'y a pas un espace dédié à la pratique sportive, par exemple, pour les jeunes. Et ça devient inquiétant. On va faire des terrains, enfin, on va faire des lotissements, on va donner des maisons, mais la population, ce n'est pas seulement se loger. On l'a dit, on va revenir sur l'importance de l'art, de la culture dans la vie de la population, mais ça devient une vraie problématique. Il n'y a pas que les animateurs privés pour faire ça. Il faut que l'État prenne ses responsabilités à ce niveau-là et que ces espaces de vie culturelle dans les quartiers reviennent. Sous la Révolution, ça a été pensé, on ne le fait pas la roue, ça a été conceptualisé. Aujourd'hui, on bat tous en brèche. On dit Burkina, entre guillemets, pays de culture. On veut poser des fondamentaux solides sur le culturel, mais l'espace, le réceptacle là, il n'y en a pas, il n'y a pratiquement pas. On n'a plus de salle de spectacle. Hein. Alex, donne la parole la maison du pour que votre famille la nous dise exactement. C'est autant de questions que... Alex, ton petit frère ou c'est ton grand frère l'a parlé là. Il faut parler toi aussi. De mon collaborateur, il a plus ou moins abordé en fait ce que je voulais dire, mais je vais aller beaucoup plus en profondeur. C'est concernant beaucoup plus même au niveau du personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui à Ouaga, pour moi personnellement, ce que je remarque, c'est beaucoup plus que tout artiste veut avoir son espace. Tout artiste veut avoir son espace. Il suffit que l'artiste commence à sortir de ses frontières habituelles. Et à son retour, la première pensée, c'est de vouloir beaucoup plus créer son espace. Il y a un problème de cohésion à ce niveau-là qui font que Ouaga, il y a tellement d'espace de création des espaces culturels, mais le contenu est très faible dans ce niveau-là. Ben, pourquoi les artistes eux-mêmes ne peuvent pas investir en fait d'autres espaces existants où ils peuvent avoir tout le matériel disons, qui est là, qui est vraiment propice, adéquat pour pouvoir travailler et de vouloir absolument avoir son espace. J'ai toujours dit, un bon artiste n'est pas un bon manager. Voilà, un bon manager aussi n'est pas un très bon directeur artistique. Ça, c'est ce que je vais aborder en deuxième position. On peut être un très bon administrateur, administratif, gérer les finances et autres, et il n'y a pas un bon directeur artistique. Ce que j'ai remarqué au Burkina, c'est ça. Tout artiste, il se croit aussi qu'être artiste aussi, il est un très bon directeur artistique. Il y a une confusion totale et je pense que c'est l'une des grosses plaies en fait dans notre environnement culturel ici. Voilà. Il n'y a pas de, pour résumer à ce niveau, il n'y a pas de synergie entre les espaces culturels, ça c'est un. Et de deux aussi, c'est de revoir aussi, même ce que Moustapha disait côté personnel aussi, de voir qui est le gestionnaire et qui est le directeur artistique. Et là aussi, ça va impacter sur le côté contenu. Il y en a partout, tous les artistes veulent avoir des espaces. C'est bien beau, mais ça ne profite pas réellement au public en tant que tel. Pour terminer, il a évoqué la question du public. Mais c'est vrai que l'État a sa responsabilité à ce niveau-là. Mais moi, je me dis aussi que ce qui fait la dynamique de notre, disons, de notre culture, pour ne pas dire des événements culturels au Burkina, c'est que ce sont les privés qui ont porté la chose, en réalité, qui sont à la base de tout cela. Et l'État vient en deuxième position, plus ou moins. Mais on se rend compte que l'État aujourd'hui, au lieu d'être forcément le régulateur aussi, devient un organisateur aussi d'événements. C'est-à-dire qu'ils vont jouer
sur la scène de cela où les privés peuvent puiser. Donc il y a, et bon, moi je viens du privé, je suis dans le public aujourd'hui, je vois souvent ce qui se passe. Donc il y a une concurrence entre le privé et le public en réalité. Et il n'y a pas de cohésion en tant que tel. Le public ne fait que le privé veut tout avoir l'argent simplement. Elle aussi, le privé aussi ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Donc pour terminer là, il n'y a pas un vrai dialogue entre le privé et le public à ce niveau-là. Pour terminer, et j'insiste aussi, peut-être c'est là aussi le débat aussi, il faut qu'on mette l'accent. Nous ne sommes pas des gestionnaires. Moi, je parle des directeurs artistiques, je parle des curateurs. Sinon, en fin de compte, on va continuer à se rencontrer, à parler. Il n'y aura pas une évolution en tant que telle dans nos événements culturels. Je ne parle pas que de théâtre et autres aussi, même dans le cinéma, c'est encore pire en fait. Aujourd'hui, tout un chacun dans son village crée un festival de cinéma. Et bon, moi, je parle du cinéma parce que c'est mon milieu. Mais le directeur artistique, il est où? Ce n'est pas le fait de pouvoir additionner les films, de prendre les films au niveau du festival qui fait un concept. Donc du coup, on apporte, disons, des informations au public qui est malheureusement faux. Voilà ce que je veux dire. Merci DG. Lucien? Merci. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, les aspects économiques. Je crois que ce que Alex a dit, j'allais rebondir dessus, parce que finalement, l'accompagnement d'espace culturel individuel, ça va enfoncer ce qui existe déjà, c'est la vie chacun pour soi. Or, nous cherchons l'inclusion. Et je crois qu'il manque des éléments importants pour cette synergie. Alex a parlé des directeurs artistiques, je souscris à 200%, mais il n'y a pas que ça encore, puisqu'on cherche le contact. Moi, il me semble qu'il y avait une sorte d'ambivalence dans la façon d'aborder l'inclusion. L'inclusion, c'est accueillir des gens qui veulent venir, qui ne peuvent pas toujours pour des questions de moyens ou parce que les thématiques ne les concernent pas. Et dans certains cas, avec les interventions de Tony, j'ai compris que l'inclusion, ça reposait finalement sur les projets d'artistes et non pas toujours sur les projets d'espace. C'était aller vers les publics, aller les chercher, aller les écouter, aller entendre leurs besoins. Et donc je trouve qu'il y a une ambivalence là. Il y a les espaces et il y a le travail des artistes. Mais vers où, vers quoi? J'ai vu qu'il y a des choses, alors pour le quartier, j'ai entendu parler de l'inclusion des écoles. Mais est-ce que les écoles, c'est simplement un spectacle comme ça, quand par ailleurs on remplit les têtes et on ne fait pas trop de choses pour créer l'imaginaire? Si à l'école, je crois qu'on travaillait plus sur l'imaginaire, et peut-être qu'il y a des projets culturels qui devraient peut-être s'investir à l'école avec les enseignants, parce que sinon, c'est pas parce que vous allez accueillir une fois de temps en temps des élèves dans les spectacles que vous allez avoir une dynamique, la synergie dont parle Alex. Donc je crois qu'il y a les métiers de critique, le travail au niveau des écoles, au niveau des professeurs. On ne peut pas faire ça avec tout le monde. Mais peut-être qu'il y a des écoles, moi j'ai connu dans les arts plastiques, des professeurs qui spontanément importaient les arts plastiques dans les écoles qui n'étaient pas prévues dans les programmes. Et donc je me dis, mais est-ce qu'il ne faut pas cibler les disponibilités, les ressources et les former? Parce que là je rejoins encore Alex, on peut se battre dans la culture en disant que la culture c'est important, mais en donnant un peu de tout, un peu n'importe quoi à tout le monde, est-ce que finalement on fait avancer le schmilblick? Voilà, donc pour moi je distinguerais quand même l'inclusion accueillir et l'inclusion aller chercher. Et aller chercher, ça demande bien d'autres choses qu'il faut creuser encore plus. Ok, Lucien, t'as compris. Agathe? Oui, je vais essayer d'être brève aussi. Moi j'avais une question par rapport à la mesure de cet impact en fait. Parce qu'on parle d'utilité, on parle d'utilité qui est centrale même dans les visions des espaces culturels. Mais est-ce qu'il y a une démarche de mesure en fait de cet impact? Est-ce qu'il y a pour certains projets peut-être, est-ce que voilà, vous avez peut-être un exemple de mesure d'impact? Je sais que même pour les entreprises sociales avec lesquelles on travaille à la Fabrique, c'est un enjeu de mesurer cet impact-là parce qu'on
voilà, c'est ce qui est au cœur de toute la démarche, mais pourtant on a du mal à vraiment le mesurer, le quantifier ou le palper même parfois. Ça peut être très vague. Voilà. Merci. Une dernière prise de parole. C'est bien. Gilles Sardo. Encore un. Alors, je voudrais d'emblée remercier justement vous en tant que doyen pour épauler dans beaucoup de choses. Merci encore pour Gilles, étudiant entrepreneur en décoration événementielle. Je mène mes recherches également sur les espaces culturels d'une façon de cas spécifique des Gambéry, de l'espoir et de tout. Donc, au regard donc de tout ce qui a été dit, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que les espaces culturels de Burkina Faso se réunissent en créant justement une confédération? Voilà, il existe déjà une confédération nationale de la culture CNC, mais compte tenu donc une seule main ne suffit pas pour ramasser la farine, l'union fait la force. Est-ce qu'il y a une nécessité que les espaces culturels se réunissent, voilà, pour créer voilà, une confédération dans l'optique de faciliter justement voilà, certaines choses? C'est bon. Voilà, merci Claude. Tony Salah. Est-il nécessaire d'avoir un cadre de concertation pour les espaces? Quels sont vos défis en termes de mesurabilité? Est-ce que vous mesurez les impacts que vous produisez? Est-ce que vous savez accompagner les imaginaires, accompagner les artistes au sens de les faire se changer et transformer la société? Vous les avez entendus. Avez-vous des directeurs artistiques et non des directeurs d'espace? Ce n'est pas la même fonction. Vous avez entendu toutes ces questions. Je donne à chacun 3 minutes pour rebondir. La parole est libre sur ce que vous avez entendu du public. Bon, moi j'aimerais personnellement réagir sur la question de l'inclusion au niveau des écoles. Parce que là aussi, je vais me faire l'avocat de ma propre chapelle. Les artistes ne tarissent pas de projets, ne tarissent pas d'inclusion quand il s'agit des écoles, parce que il y a des multitudes de projets qui envoient beaucoup d'artistes dans des écoles, et très souvent gratuitement, parce que on se dit, quand il s'agit d'ensemencer les jeunes esprits, ça nous profite à nous parce que c'est notre futur public. Donc nous entreprenons directement, que ce soit dans le conte, dans le théâtre, dans la musique, d'aller, et même très souvent gratuitement, je le répète parce que ça arrive, on pense à la limite même que c'est une sorte de responsabilité sociale de l'artiste d'inclure les écoles. Mais ça encore, ce serait intéressant d'avoir une sorte de régulation ou d'accompagnement de l'État, parce que moi je viens, pourtant je ne suis pas si vieux, mais je viens d'un lycée là où on avait des cours de théâtre, on avait des questions culturelles qui n'étaient pas au programme, parce qu'on ne le fait pas quand on est en classe d'examen, mais ça y est dans le programme de l'établissement scolaire dans lequel j'étais. Et petit à petit ça a disparu, mes petits frères ne l'ont pas, ou en tout cas ceux qui l'ont peut-être dans certains privés, d'ailleurs là où nous intervenons beaucoup. Donc il s'agira aussi d'avoir là une simple décision ou une certaine volonté politique qui fera en sorte que toutes les écoles, d'une façon ou d'une autre, dans le public, a au moins une classe de ton cursus, tu puisses avoir des cours, de la formation, peu importe la discipline, tu choisiras, et c'est possible. Mais je pense que ça aussi, ça demande du travail, et c'est ce que je voulais ajouter. Merci pour tes 3 minutes. Salah. Ok. Moustapha, tu as souligné la rareté, en tout cas des administrateurs culturels. Tu sais qu'il y a cette formation à GAC, dont toi-même tu es ici à l'université, qui forme chaque 3 ans, je pense, le cursus dure 3 ans. Je ne sais pas combien d'administrateurs culturels.
mais où tout cela passe. Parce que ça dure quand même depuis un bon bout de temps. Mais en réalité, on revient au problème de financement. Parce que les conditions de travail ne sont pas attrayantes dans le milieu culturel. Et donc, toutes ces personnes qui sont formées, en fait, pas dans d'autres secteurs d'activité que de venir dans la culture. Donc, on revient encore à cette problématique de financement-là. Sinon, il y a beaucoup d'administrateurs qui sont formés, à GAC par exemple. Et justement, quand tu parles de compétences aussi pour la gestion et tout ça, là, je pense qu'il y a de la compétence. Mais le problème qui se pose, c'est que par manque de financement, il y a beaucoup de cumulation de postes. Une seule personne se retrouve à faire plusieurs choses, en fait à occuper plusieurs postes dans la même structure. Parce qu'on ne peut pas prendre un producteur, on ne peut pas prendre un diffuseur, on ne peut pas prendre un administrateur, on peut pas prendre... Donc du coup, tu es l'administrateur et tu t'occupes de tout ça. Et donc forcément, à un moment, tu ne peux pas être aussi compétent, ou tu peux avoir des résultats aussi, waouh, que si chaque poste avait quelqu'un, en fait, pour... Voilà. Et aussi pour rebondir sur les écoles, je pense qu'en réalité, tous les espaces qui font, c'est pas seulement avec, c'est pas avec des spectacles, c'est des formations en général. Voilà, on va pour former ces enfants-là, en danse, en théâtre, en plusieurs disciplines, éveil artistique. Donc on va en fait pour leur donner matière à avoir de la créativité. Ce sont ces projets-là qu'on porte dans les établissements, et c'est au tout petit en général. Voilà, parce que voilà, c'est le futur public. Donc on va avec ces projets-là de stimuler leur créativité. Ce n'est pas avec des trucs, des spectacles tout faits. Et parfois on les invite même dans le processus de création de spectacles, pour qu'ils touchent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient. Donc on les inclut vraiment dans tout le processus de création de spectacles. Voilà. Et pour parler de la Confédération, bon, en attendant que ça vienne, il faut savoir que les espaces se parlent. Les espaces aujourd'hui sont dans une dynamique de mutualisation de moyens, surtout matériels. Voilà. Par exemple, moi je fais mon festival Dialogue de corps, et Gambidi m'appuie, Cartel m'appuie, le CITO m'appuie avec du matériel et parfois avec le personnel technique et vice versa. Donc en fait les espaces sont dans cette dynamique de mutualisation de moyens. Voilà, je voulais aussi souligner ça. Oui, ok. Donc pour Moustapha, donc, elle l'a répondu, la difficulté de la compétence, c'est qu'elle coûte cher, elle coûte de l'argent. Et pour les organisations fragiles que nous sommes là, c'est souvent une vraie problématique. C'est l'argent, parce que les structures ne peuvent pas assumer les honoraires ou les salaires de ces gens qui sont qualifiés là. Donc ça, c'est un vrai souci. Je suis assez d'accord avec ce que Alex a dit. Alors les synergies existent, hein, comme l'a dit Salah, entre les différents espaces. Sinon on crève. Si on résiste là, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'entraide. Voilà, on a initié également, il y a par exemple ce lieu, par exemple, là où nous sommes aujourd'hui, avec 4 autres lieux, on formé un réseau qui s'appelle COSDI, et on accueille ensemble les spectacles. Au lieu que Gambidi seul accueille un spectacle pour 10 diffusions, ce qu'elle ne peut pas, à cause des charges, l'électricité et tout, on se le partage, chacun offre deux dates, et ça fait 10 dates pour le spectacle. Ce sont des petites solutions. Je ne parle pas de la synergie entre moi, je ne parle pas de la synergie entre les espaces culturels, mais c'est plus entre les artistes et les artistes. Oui, ça existe. Si je vous dis combien d'artistes nous on accueille gracieusement, mais si on ne le fait pas, c'est compliqué. Les artistes viennent de très beaux projets, mais il n'y a pas le moyen. Comment on fait? Donc on se met ensemble, on dit, ben, tu vas travailler, on va se débrouiller. Je dirais 80% des projets se font sans moyens. Mais c'est les espaces qui existent qui les accueillent. Ce lieu, par exemple, accueille des spectacles sans prendre un centime. C'est ça la réalité, hein, de nos métiers. Et dans la salle, il y a des espaces qui se sont constitués. Je vois Mariam, ma soeur, elle a travaillé pour créer son espace. Mais les gens sont hyper résilients. Moi, en tout cas, j'admire, hein, la force de ceux qui animent ces espaces-là. Parce que honnêtement, si vous mettez, quand un gestionnaire vient et vous dit mais comment vous fonctionnez et qu'il voit comment vous faites, il dit mais arrêtez ça tout de suite, vous faites du mal. Voilà, donc non, il y a de la synergie, c'est peut-être pas partout,
mais il y a quand même des synergies. Et je pense que votre question est juste. Il faut absolument de la synergie dans des environnements où les moyens manquent. Donc on est condamné à travailler en synergie. On aide un spectacle, ça peut être un podium qu'on donne parce qu'ils en ont besoin dans le spectacle. On est tout le temps dans ça. Sinon ça ne marche pas, c'est compliqué. Alors oui, moi je crois que pour l'histoire de l'État qui se met à faire peut-être des spectacles à la place des opérateurs, c'est les politiques publiques même qu'il faut interroger. Hein. Je pense qu'on a des politiques qui sont très belles. Hein. Quand vous lisez la politique culturelle, nationale de la culture du Burkina, elle vous dit exactement comment on voit fonctionner les choses. Mais au moment de les financer, il n'y a plus d'argent, ou il n'y a plus personne. Je ne pense même pas que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Je pense que c'est la façon dont on est perçu, nous. Nous, on va au même guichet que l'association qui s'est créée hier, hein, pour chercher l'argent. C'est plus normal, alors qu'on a 30 ans ou 40 ans d'existence. Ce n'est pas normal. Il faut percevoir ceux qui ont de l'expérience comme des possibles partenaires pour aider à atteindre d'autres objectifs. Mais on est là, on patauge toujours. Et alors qu'il y a des moyens. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui ne se repose pas suffisamment sur des opérateurs qui ont démontré qu'elles ont pu faire des choses parce que le formatage du fonctionnement de l'État fait que dès que vous n'êtes pas un service de l'État, c'est compliqué de rentrer dans la danse parce qu'on ne sait pas comment vous donner l'argent. C'est aussi ça. Donc il n'y a pas eu de réflexion encore pour dire comment on accompagne ce secteur-là. Bon, on vient d'avoir le statut, tant mieux, mais il y a encore des batailles à mener pour qu'il y ait une sorte d'irrigation. La subvention, ce n'est pas pour mettre dans ma poche. Il y a des mécanismes même pour que l'argent même ne me parvienne pas. L'argent peut rester au ministère, je développe l'activité, et les fournisseurs vont se faire payer là-bas. Tout est possible. Si on doute de ma capacité de gérer, ce n'est pas le problème. Mais il n'y en a même pas. Je vais juste dire une dernière chose, pardon. C'était la Confédération des espaces, donc on l'a répondu, ça existe un peu déjà. Et pour les mesures, pour les impacts, non, il n'y en a pas. Parce qu'en général, il faut attendre que le projet finisse. Il faut un certain nombre de temps qui passe pour revenir remesurer les choses. Il n'y a pas d'argent. On se contente des rapports de fin de projet qui ont un peu capitalisé 2-3 résultats et on se contente de ça. Malheureusement, il n'y a pas aussi les moyens de... on essaie de fonctionner au feeling, quoi. Nous-mêmes, on est chez nous, on dit, bon, est-ce que l'année dernière, j'ai accueilli combien de spectacles? Depuis 2020, combien de spectacles j'ai accueilli chaque année? On se fait quelques tableaux comme ça et on se dit, tiens, cette année, j'en ai accueilli moins. Pourquoi? On essaie d'avoir... Mais pas véritablement de vraies mesures d'impact, c'est difficile. Voilà, merci. Alors pour ajouter à la mesure des impacts, c'est vrai que c'est difficile de mesurer de façon quantitative. Donc en général, à la fin d'un projet, on administre un questionnaire aux bénéficiaires et on se base sur ce qu'ils disent pour estimer voilà, si on a atteint ce qu'on veut. Ok, on pourrait passer des heures entières à continuer sur le débat, l'utilité. Je suis sûr que si je disais qu'on supprime tous les espaces, je ne trouverais pas la porte pour sortir. Parce que c'est des mots nécessaires, parce qu'ils sont d'utilité publique. Et chaque jour, ces lieux se battent avec résilience pour proposer une offre culturelle, une offre artistique, une offre de tolérance, de crédibilité dans ce pays. Donc, sur ce, je tiens à remercier les participants, le public, qui a bien voulu s'asseoir sagement et très sagement pour écouter nos 3 panélistes. Merci aux panélistes eux-mêmes pour avoir dit leur part de vérité. Comme l'autre disait, ce n'est que leur part de vérité. C'est bien. Sur ce, est-ce qu'on peut les applaudir? Agathe? Monsieur Bala, oui. C'est juste une motion. Je pense que ce genre de débat, c'est très rare d'avoir. Je crois que Michel Saori, c'est vrai que je ne vois pas de nuage. Souvent, c'est bon de les laisser vraiment aller jusqu'au bout de leur... parce que c'est bon, il y a des jeunes qui sont là. Nous, on est déjà de l'autre côté déjà, mais bon, c'est important. Je sais qu'il y a un tel qui est là. Mais souvent, c'est bon ce que dit
Voilà, ce que disent tous les trois panélistes, c'est très important. Souvent, c'est bon, laissons-les vraiment aller jusqu'au bout. Et puis, on peut trouver souvent des moyens de pouvoir discuter parce que ça ne revient pas tout le temps. Oui. Voilà, c'est pas le spectacle Multiplier. mais souvent, laisser les gens aller vraiment parce qu'on ne va pas revenir. Il sait que lui, comme ça, vous ne saurez pas. Demain, il va prendre son avion, il va aller encore ailleurs, chercher l'argent. Parce que c'est le problème d'argent. En fait. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, personnellement, je n'ai même pas le temps pour aller tout le temps dans les débats. Parce que ce qu'ils disent, en fait, c'est pas pour me couper. Mais il y a quelque chose que j'aimerais révéler, excusez-moi, les organisateurs, les organisatrices, qui n'a pas souligné, que j'aimerais qu'on repense parce que ça peut vraiment motiver. Je le dis parce que j'ai vécu dans les deux milieux, le public et le privé. J'ai eu la chance aussi de faire le travail parce que tous ces gars-là, aujourd'hui j'ai fait autre chose. Mais le dialogue entre le privé et le public pour les centres culturels, c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est très important parce qu'il a dit tout à l'heure, si je ne suis pas ça, je ne peux pas être payé. Le problème, la question, c'est pas comment, c'est pas l'argent, mais c'est comment le public et l'État arrivent. Dans tout espace culturel aujourd'hui, que ce soit en Afrique et en Europe, il y a toujours le débat d'argent qui est toujours là. J'ai eu la chance de vivre dans un pays, aujourd'hui, jusqu'à actuellement, on ne fait que couper l'argent de la culture, mais on demande, comment dirais-je en fait là, aux espaces culturels, qu'est-ce que vous proposez concrètement à l'État? Parce que c'est là, moi quand je parle de synergie, c'est là qui est important aussi. Aujourd'hui, l'État ne peut pas être le seul penseur de cela parce que vous êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes vraiment les techniciens, qui vous savez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Les questions de coalition et autres, moi j'ai la chance, comme j'ai dit aujourd'hui, je travaille pour le public, mais nombreux sont les individus. Quand je dis les individus, c'est le seul directeur de quoi qui va voir le ministre, il prend son enveloppe et il disparaît, et il revient. Qu'est-ce que vous faites ensemble, en groupe? On m'a parlé de coalition, c'est pas qu'est-ce qu'elle fait en tant que telle, on m'a parlé d'association. Moi, c'est ça qui est important, qu'il faut remonter. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir des dirigeants qui sont très jeunes et qui écoutent aussi. Et peut-être c'est en remontant tout cela aussi qui peut amener à solutionner ce que dit les panélistes. Voilà ce que j'avais dit. Merci DG. Ah non, il n'y a plus de motion. Non, non. Merci. Ce que Alex a dit là, Sankara a dit que l'esclave qui ne veut pas se libérer là, il n'a qu'à rester là-bas. Les politiques publiques de dernière génération qu'on a construites dit que l'action, c'est aux acteurs non étatiques. L'État, c'est la régulation, c'est le contrôle, c'est coordonner le développement. Mais combien de gens se saisissent chaque jour ce qui est écrit dans la SNCT, dans la politique sectorielle, pour dire qu'on est là, on n'est pas d'accord. L'État n'est pas un promoteur. Si on ne se défend pas là, on n'aura jamais la place au soleil. Pourtant, le texte est clair, hein, comme Claude l'a dit. Mais il n'est pas acté. On dirait que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas lu le texte, ou mais ils l'ont lu. C'est écrit en français, on lit comme ça, non? Eux, ils lisent en arabe. On ne peut pas se comprendre. Je vous laisse la parole pour la suite du programme. Vraiment désolée de vous couper. Et je pense que la fabrique et son partenaire africain. Merci à vous trois. Merci à nos trois intervenants. Merci à M. Koala qui a fait cette modération.